Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, on parle profilage alimentaire et Ayurveda, un drôle de nom qui sonne, qui a des consonances étrangères un peu, qui nous vient d'ailleurs. Oui, absolument. Alors Ayurveda, c'est le nom de la médecine traditionnelle indienne. Alors tu évoquais le profilage alimentaire, effectivement. L'Ayurveda, on va voir, va permettre de déterminer des qualités chez les personnes. Et en profilage alimentaire, on va utiliser cet outil, parmi d'autres, pour déterminer comment est constituée métaboliquement la personne et pouvoir faire des recommandations alimentaires adaptées. Alors, là, dans la chronique, il ne s'agit vraiment pas de faire un cours sur l'Ayurveda, parce que déjà, ma formation n'est pas assez avancée, mais plutôt de vous partager ce qui en est ressorti d'absolument passionnant pour moi. Voilà. Donc, ce que j'ai déjà apprécié, c'est que c'est une médecine globale qui va observer et qui va intégrer la partie dans un tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer d'un côté il y a l'intestin, de l'autre il y a les muscles, etc. Mais on va pouvoir voir des symptômes au niveau de différents organes qui peuvent être en lien avec une même cause et notamment avec ce qu'on appelle un déséquilibre des doshas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dosha? Oh, merci de poser la question. Alors, les doshas, il y a 3 doshas, on peut les considérer comme les forces de la nature ou des principes élémentaires qui nous composent et qui composent tout le monde qui nous entoure. Donc, les 3 doshas s'appellent Vata, Pitta, Kapha. Vata, c'est le vent. Pitta, c'est le feu. Et Kapha, ou Kapha, hein, ça dépend de la région de l'Inde où on le prononce. Donc, Kapha, c'est la terre. Là, je vous donne les éléments globaux, simples pour simplifier, c'est parce que chaque élément est composé de 2 éléments. On va pas entrer là-dedans. Donc, Vata, Pitta, Kapha, vent, feu, terre. Et chaque élément a ses caractéristiques propres, sa nature particulière et ses qualités. Est-ce qu'on peut rapidement dresser les portraits de ces 3 doshas? Avec un tout grand plaisir. Alors, on va commencer par Vata. Vata, c'est le vent. Donc, comme le vent, la personne de profil Vata va être caractérisée par les qualités de froid, de légèreté, de mobilité, sécheresse. Il va y avoir quelque chose d'erratique dans le vent aussi et par la rapidité. Alors moi, Vata, je l'appelle l'agité du bocal. L'agité ou l'agité du bocal. Je me permets parce que j'ai pas mal de Vata chez moi et je sens bien à l'intérieur de mon cerveau ce qu'une tempête de Vata peut faire. Voilà. Alors, physiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver comme caractéristique? On va avoir une personne mince qui va avoir souvent de la difficulté à prendre du poids. Alors, c'est la personne qui vient me voir et qui me dit « je voudrais prendre du poids » et on va avoir toutes les peines du monde à lui en faire prendre effectivement. Au niveau du visage, on va avoir un visage plutôt long, des yeux plutôt petits, des lèvres minces. La peau va avoir tendance à la sécheresse et la personne a tendance à la frilosité. On rappelle, hein, le vent, c'est froid et c'est sec. Donc, on va retrouver toutes ces caractéristiques physiques. Au niveau du psychisme, comme le vent, ça part dans tous les sens. Donc, c'est agité, c'est tout créatif, hein. Vata, ça a plein d'imagination, c'est très enthousiaste, c'est très spontané. L'archétype, si tu veux, c'est un petit peu l'artiste où ça part un peu dans tous les sens. C'est très papillonnesque, papillon ascendant feu follet, voilà. Alors, quand la qualité Vata est en excès, ça va donner de l'agitation, de l'anxiété. Voilà, Vata a une tendance à avoir facilement de l'anxiété et à l'instabilité. Les premiers signes physiques, ça va se trouver au niveau du gros intestin. On va avoir des ballonnements et de la constipation. Constipation parce qu'on rappelle sécheresse. Comment est-ce qu'on va équilibrer Vata sur le plan alimentaire? Comme Vata, le vent est froid et sec, pour être équilibré, il a besoin de chaud et d'onctueux. L'aliment remède de Vata, c'est le beurre. Alors traditionnellement en Inde on dit le beurre, voilà, mais en vrai ce sont les graisses en général. Et puis Vata va avoir besoin de boire et de manger chaud. L'eau froide, l'eau tempérée, Vata, ça lui réussit pas bien. Ça arrive comme une pierre dans son estomac. Il aime pas, voilà. L'aliment qui va lui faire pas du bien, qui va vraiment aggraver Vata, mettre encore plus de Vata dans le Vata, ce sont tout ce qui est aliments crus, donc les crudités, et les graines germées en particulier, les graines germées qui sont pleines de cette énergie qui part d'un coup, comme ça, qui monte, qui part dans tous les sens de manière erratique, ça vient encore augmenter Vata. Donc si on veut l'équilibrer et que on lui fait manger que des graines germées, on va l'aggraver au contraire. Donc ça, c'est pour quelques indices au niveau alimentaire. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vata, en plus, en termes d'un point de vue général, en termes d'hygiène de vie, a besoin de régularité. Puisque le vent est irrégulier et erratique, Vata a besoin de régularité. En général, ça lui fait pas plaisir du tout. Parce que la régularité, pour Vata, c'est chiant. Voilà. Vata aime quand ça bouge, quand c'est créatif, quand c'est pas pareil, etc. La régularité, alors que Vata en a besoin, ça va être ce qui va être très très dur à atteindre et à mettre en œuvre. Parce que ça le saoule, clairement.
Voilà. Alors, si on sent au fond de nous, pas vraiment dans cette catégorie-là d'agitation aérienne, on a le Pitta, le portrait Pitta qui, lui, va être plutôt du côté du feu. Oui, absolument. Qu'alors, donc là, comme le feu, Pitta est plutôt chaud, Pitta est intense, Pitta est aussi mobile et léger. Là, pour le coup, c'est les caractéristiques qu'il partage avec Vata. Mais en plus, Pitta va avoir quelque chose de piquant et de pénétrant. Alors physiquement, on va avoir une constitution moyenne. Voilà, donc chez les personnes qui sont typiquement Pitta, tout est moyen. Il y a des yeux de taille moyenne, le visage est moyen, la constitution est moyenne, les muscles sont ni trop développés ni atrophiés, etc. L'ossature est moyenne. C'est moyen, voilà. On va avoir des caractéristiques assez typiques, par contre, de Pitta. On va avoir un visage en forme de cœur. Donc, on va avoir, par exemple, une insertion des cheveux qui commence au milieu du front, qui monte en cœur, et puis on va avoir un petit menton pointu qui dessine une pointe de cœur. Donc, c'est mignon, c'est tout joli. On va avoir une peau douce et puis chaude, surtout. Voilà, la peau de Pitta est chaude. Elle a tendance à rougir facilement, d'ailleurs. Le regard de Pitta est pénétrant et intense. Moi, je me souviens de personnes dont j'ai vu, alors surtout quand Pitta a les yeux clairs, mais on a l'impression qu'ils arrivent à regarder à travers vous. C'est très waouh, ça saisit un regard Pitta. Alors Pitta va aussi avoir une excellente digestion puisqu'il y a un feu digestif qui est intense, qui consume bien, qui digère bien. Alors en consultation, moi je suis bien embêtée parce que les Pitta, ils n'ont pas le signal de trop. De toute façon, ils n'ont jamais d'indigestion, donc on peut pas utiliser l'outil rassasiement pour les aider à se réguler. Va falloir qu'on trouve autre chose. Voilà. Au niveau du psychisme, alors on a un beau tempérament, on a de l'ambition. Ce sont des tempéraments très entreprenants avec un esprit vif, une intelligence vive. Ce sont des personnes qui sont directes, précises, passionnées. Évidemment, c'est intense, ils ont soif de connaissances. Ce sont des personnes qui sont confiantes, qui sont courageuses et qui sont joyeuses. Alors, un des archétypes pour Pitta, c'est le chef d'entreprise qui est sûr de lui, qui est carré, etc. En général, ils ont une excellente santé et du coup, ils ont du mal à comprendre pourquoi les autres ont des constitutions de petite nature. Voilà, Pitta en général jusqu'à 50 ans, parce qu'après, voilà, surtout s'il n'y a pas eu une super hygiène de vie, de toute façon, il va y avoir des petits bobos, ça va commencer au moins à 50 ans. Donc s'il n'y a pas une super hygiène de vie, ils vont finir par comprendre ce que c'est, mais ils ont du mal à comprendre parce que chez eux, tout roule. Il y a un super métabolisme, il y a une super santé, etc. Donc des fois, il n'y a pas toujours une grosse tolérance. Surtout quand Pitta est en excès et que Pitta se met en colère, qui va développer du contrôle, de l'autoritarisme, un peu d'égotisme aussi, puis une tendance aux addictions. Les premiers signes physiques d'un excès de Pitta, ça va être l'acidité gastrique. Ah, c'est acide, Pitta, voilà. Du coup, pour équilibrer Pitta d'un point de vue alimentaire, Pitta c'est chaud, il va avoir besoin d'hydratation pour rafraîchir un petit peu tout ça. Son aliment remède, ce sont les légumes. En termes de cuisson, on va choisir des cuissons plutôt rafraîchissantes, comme la cuisson vapeur. Et en général, Pitta n'aime pas ça. Pitta, avec son tempérament de chef d'entreprise, un peu bulldozer aussi, etc., va avoir plutôt tendance à manger des grillades, etc., des fritures. Le problème, c'est qu'on rajoute de l'huile d'os sur le feu quand on fait ça. Donc, Pitta, des légumes vapeur, il n'est pas content, mais bon, il va comprendre l'intérêt. Il va falloir faire très attention aussi à tout ce qui est épices fortes et aux excitants, comme le café, le chocolat, l'alcool, qui redonnent un coup de boost, mais qui mettent de l'huile sur le feu au besoin. Et donc, globalement, dans sa vie générale, Pitta a besoin de modération. Et Pitta n'aime pas, puisque Pitta est intense, puisque Pitta va à fond, etc. Mais c'est la modération qui va lui faire du bien. On dirait un petit jeu. Parce que c'est quand même très tranché tout ça. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'entre-deux. Alors là, tu vas voir qu'on est en train de dresser des portraits archétypaux, un peu. Archétypaux, voilà, et limite caricaturaux, oui. C'est pour bien comprendre. Mais tu vas voir que effectivement, chez chacun de nous, il y a de la nuance. Ah, tu me rassures, parce que oui. Ça me faisait un peu peur là quand même. Et le troisième, alors, si on a eu le vent, on a eu le feu. J'imagine que Kapha est la terre. Exactement. Donc, il nous reste la terre. Donc, comme la terre, ce qui va caractériser Kapha, c'est la densité, la lourdeur. Kapha est stable, solide. C'est une terre humide aussi, donc il va y avoir de l'humidité dans le corps de Kapha. Et puis, la lenteur. Voilà. Physiquement, Kapha est robuste. Moi, ce sont les personnes qui viennent me voir, elles me disent « j'ai de gros os ». Donc, il y a un bon squelette, on voit les articulations sont massives, c'est solide, ça se fait pas de fractures. On va avoir tendance à prendre facilement du poids. Voilà, alors Kapha, pas de bol. Le visage est large, il y a des grands yeux doux, de la douceur dans le regard, une belle peau épaisse, douce, des cheveux épais, abondants. Et il va y avoir beaucoup d'endurance physique chez Kapha. Et puis de la patience aussi, ce qui nous mène vers le caractère psychique. Kapha est calme, Kapha est réfléchi,
concentré, doux et aimant. C'est la personne fiable qui inspire un sentiment de sécurité. Kapha est compatissant aussi. Et comment dire, on sent chez Kapha qu'il y a la compétence, une compétence calme. L'archétype, si tu veux, c'est le pratiquant de yoga zen, très en lien avec la nature, un rythme très doux, etc., très posé, très serein. C'est la sérénité. Cela dit, en excès, le problème, c'est que ça va donner de l'avidité, de la possessivité, donc accumulation, et puis ça peut avoir tendance à la tristesse et à la déprime. Le premier signe physique d'un excès de kapha, c'est les mucosités. Voilà, donc kapha a tendance à fabriquer des glaires, des mucosités, etc. Lourdeur, fatigue digestive, et puis prise de poids. Comment est-ce qu'on rééquilibre kapha d'un point de vue alimentaire ? Puisque kapha a tendance à la froideur et à la lourdeur, il a besoin de chaud et de légèreté. Donc ces aliments remèdes vont être les épices comme le gingembre, le poivre, le piment qui amènent beaucoup de chaleur dans le corps et puis aussi de la mobilité. Ça, on l'a déjà dit avec la diététique chinoise, les épices qui sont de saveur piquante vont faire circuler l'énergie, faire circuler le chi. Donc voilà, donc ça remet du mouvement à l'intérieur du corps. Et puis kapha va avoir besoin de repas simples, faciles à digérer. Va falloir, et c'est dramatique, faire attention au sucre et aux graisses qui vont ajouter de l'onctuosité à l'onctuosité de kapha. Et c'est dramatique parce qu'en plus kapha a tendance à bien aimer tout ça, évidemment. D'une manière générale, kapha va avoir besoin de mouvement. Et kapha n'aime pas, puisque kapha est lent, kapha est calme, mais il va avoir besoin d'un petit peu de mouvement qui, justement, met en branle, si tu veux, tout ce système de stagnation, etc. Donc le mouvement va être bénéfique pour kapha, même s'il n'aime pas ça. Alors, si vous n'êtes pas retrouvé dans le profil de l'entrepreneur, du maître yoga zen, de l'artiste, comment est-ce qu'on peut savoir quel dosha nous caractérise ? C'est un peu plus compliqué que ces archétypes. Hein. Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est par l'observation. Hein. Les praticiens en Ayurveda vont observer la personne physiquement, vont poser des questions sur son métabolisme, sur qu'est-ce qu'elle tolère bien, etc., sur ses habitudes de vie. Et on va écouter la manière dont la personne parle. Moi, je sais que rien qu'au téléphone, selon que la personne est très carrée, sait ce qu'elle veut, etc., ou que ça part dans tous les sens, ou qu'elle est très douce, ça me donne déjà des indices sur son profil ayurvédique. Alors, il existe aussi des questionnaires. Donc, il y en a plein sur Internet, il y en a plein dans les livres. Nous, en profilage alimentaire, quand on utilise un questionnaire, on va utiliser celui de Deepak Chopra, issu du livre Santé parfaite. Par contre, avec les questionnaires, il faut faire attention parce que dans l'auto-observation, on n'est pas toujours objectif, objectif. Moi, l'autotest que j'avais fait m'avait donné des résultats qui étaient moins nuancés que lorsque j'ai rencontré un praticien en Ayurveda pour mon propre cas. Et est-ce qu'on a forcément un dosha qui domine ? Parce que moi, je me suis un peu retrouvée dans les trois. Oui, absolument. Alors, en vrai, on a des 3 doshas en nous, mais dans des proportions différentes. Alors, chez certaines personnes, il y a un dosha qui domine, mais dans la majorité des cas, on a ce qu'on appelle bidosha. Donc, on va avoir 2 doshas qui dominent. Ça peut être vata-pitta ou pitta-vata ou kapha-vata ou pitta-kapha, etc. Bref, donc on va avoir plein de possibilités. Et puis, rarement, mais ça existe aussi, on va avoir les 3 doshas qui sont à l'équilibre naturellement chez la personne. On va avoir 10 possibilités en tout. Juste, il faut absolument retenir qu'il n'y a pas un cas qui soit mieux que l'autre. L'objectif, de toute façon, va toujours être de tendre vers l'équilibre pour conserver la santé. Quand tu dis tendre vers l'équilibre, ça veut dire qu'on cherche l'équilibre entre ces 3 doshas ou on peut être dans l'équilibre en étant que dans un dosha ? Alors, en fait, l'équilibre, effectivement, ça va être de compenser les qualités des doshas qui nous composent. Comme on a vu tout à l'heure, par exemple, si je suis vata, je suis caractérisée par la froideur et par l'agitation, je vais ramener de l'onctuosité et du chaud. Donc on va toujours essayer de tu vois, il y a des extrêmes. Donc nos qualités sont des qualités extrêmes et on va essayer de revenir vers le milieu en complétant avec la qualité qui nous fait un peu plus défaut. Voilà. Donc chez une personne qui sera tridosha, il y a des moments où ça va pencher plus d'un côté ou plus d'un autre. Donc on va apporter dans notre hygiène de vie les qualités complémentaires pour revenir dans la voie du milieu. Alors peut-être, j'ai envie de vous partager moi ce qui m'a beaucoup touchée dans l'Ayurveda, comme dans l'énéagramme d'ailleurs, ou d'autres approches où on va dessiner des profils, c'est de parler justement de qualité. Chaque élément a ses qualités et toutes se complètent et s'équilibrent. Personne ne va être doté de toutes les qualités et donc c'est notre complémentarité qui va faire notre richesse, les forces de notre société notamment. Moi ça m'a apporté énormément de bienveillance et de tolérance de comprendre que tout était qualité finalement et que tout avait
que tout était force, tout était chouette, tout était utile, et qu'il fallait simplement tendre vers l'équilibre quand on est ensemble et qu'il peut y avoir cette complémentarité. Et on a pas mal parlé ensemble de médecine chinoise. Tu fais des rapprochements entre la médecine ayurvédique et la médecine chinoise ? Bien sûr, en fait, la médecine chinoise serait issue de la médecine ayurvédique. Donc, on va avoir pareil le même mode d'observation de la nature, du fonctionnement du cosmos, d'une manière générale. On va avoir aussi des profils en médecine chinoise. Donc là, on va utiliser les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau pour déterminer les profils des personnes. Et pareil, on va chercher à réguler, à rééquilibrer en fonction de l'élément qui domine chez la personne. Donc on retrouve les mêmes systèmes dans la médecine chinoise, même s'ils ont évolué, que c'est pas exactement les mêmes terminologies, ou voilà. Les choses ont pu évoluer. Pour certaines choses, moi, je me sens plus à l'aise avec la diététique chinoise. Pour d'autres, l'ayurveda, je le trouve plus parlant. Donc, si tu veux, moi, comme j'aime bien utiliser des métaphores, je vais piocher dans l'un ou dans l'autre en fonction de l'histoire que j'ai à raconter à la personne. Et puis, la médecine ayurvédique, c'est pas qu'une médecine, c'est aussi des recettes. Mais bien sûr, puisqu'il y a la diététique, c'est une part de l'hygiène médicinale qu'on va retrouver en ayurveda, dans toute médecine d'ailleurs. Nous, en Occident, on l'a peut-être un petit peu oublié que c'était un petit peu la base, mais voilà. Donc, je vais vous partager une recette ayurvédique que vous allez pouvoir retrouver sur le blog des Mangeurs Libres. Je vous mets le lien en dessous du podcast. Donc, c'est le kitchari. Le kitchari, c'est un plat qui est composé de riz et de germes de soja. On appelle ça les pousses de soja. Ce sont les germes du haricot mungo, qui est un haricot de soja vert. Et donc, on va faire un plat avec ces 2 éléments dans lequel on va rajouter du ghee, donc le beurre clarifié traditionnellement. On peut très bien utiliser un bon beurre de qualité, tout simplement. Et donc, ce plat, il est connu pour équilibrer tous les doshas, donc il est bon pour tous les doshas. Il y a des plats qui sont déconseillés pour certains doshas, celui-là, il est bon pour tout le monde. Il est réputé purifiant, il est facile à digérer, et c'est pour ça notamment qu'en profilage alimentaire, on a une cure assez brève de 3 à 5 jours que Tati Lowers a appelée la cure Détox Flash et qu'on base sur la consommation de kitchari, pour sa facilité à digester, parce que pour son côté détox. Merci beaucoup Anne pour cette introduction à l'ayurvédisme, on dit comme ça ? À l'ayurveda. C'était très joli, c'était une belle tentative. À compléter, faites vos tests, pourquoi pas, ça me donne envie de le faire à mon conjoint pour voir s'il est bien pita. Et semaine prochaine, on change de registre. Là, on va parler lactofermentation. Ça, c'est bien commun chez nous. Alors oui, on va voir qu'on ne soupçonne pas à quel point les aliments lactofermentés sont présents dans notre alimentation quotidienne. Et ça, on en parle la semaine prochaine. Avec bonheur. Toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.